tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour célébrer avec nous notre premier anniversaire. Sur cette première année, nous avons eu la chance de contribuer à des projets à fort impact en France, en Afrique et au Moyen-Orient. Nous avons aussi eu la chance de travailler avec des clients qui partagent nos valeurs et qui partagent notre passion pour la transition énergétique. Nous pouvons citer la Banque mondiale, la Commission de régulation de l'énergie, Verso ou encore Scatec. Nous avons apporté notre savoir-faire en économie et finance de l'énergie pour des projets de lignes de transport d'électricité, des projets d'hydrogène vert, des projets de barrages hydroélectriques ou de la tarification ou des projets de tarification d'électricité. Je suis heureuse aujourd'hui d'annoncer le dernier contrat que nous démarrons la semaine prochaine pour l'Agence française de développement et en partenariat avec ISL Ingénierie. Ce contrat nous amène au Kazakhstan où nous pourrons conseiller le client sur l'organisation des marchés d'électricité en vue de créer un échange pour l'électricité de gros et en vue de développer l'hydroélectricité. Pour ce premier anniversaire, j'ai l'honneur de recevoir Philippe Boucli, Antoine Huard et Antoine de Reudre pour une table ronde sur l'hydrogène vert. Philippe Boucli est le président de France Hydrogène, l'association qui fédère les acteurs de la filière française de l'hydrogène et des piles à combustible. Au sein de cette association, il représente GRT Gaz, qu'il a dirigé de 2009 à 2013. Philippe a fait toute sa carrière au sein de Gaz de France, qui est devenu maintenant Engie. Il a occupé diverses responsabilités en France et en Europe. Homme de l'industrie du gaz, il a vite compris l'intérêt des gaz renouvelables. C'est donc sous sa responsabilité que GRT Gaz a pris le virage des gaz verts, et en particulier de l'hydrogène. Ce soir, Philippe nous apporte la perspective de la filière hydrogène, que ce soit des producteurs de matière, des fabricants de matériel, des producteurs d'hydrogène ou de consommateurs d'hydrogène. Notre deuxième invité est Antoine Huard, directeur général de Verso Énergie, un des clients qui nous ont fait confiance cette année. C'est en 2021 qu'Antoine s'associe à Xavier Catucoli pour fonder Verso. La société contribue à un mix énergétique décarboné et compétitif, décarboné et compétitif avec une forte proportion d'énergie renouvelable. Elle développe, finance et exploite des projets de production d'électricité renouvelable, de stockage ou de production d'hydrogène décarboné. Antoine est un vétéran de la transition énergétique. C'est dès 2013, c'est un des plus anciens, c'est dès 2013 qu'il rejoint Général du Solaire, où il développe l'activité Grand Projet, d'abord en France, puis à l'international et en particulier en Afrique. Il contribue ainsi au développement de plus d'1 gigawatt de solaire. Ce soir, il nous apporte la perspective des développeurs et des investisseurs. Notre troisième invité est Antoine de Reudre, chef économiste de la Commission de régulation de l'énergie, un autre client qui nous a fait confiance en 2021. Économiste de formation, Antoine rejoint la Creux en 2005. Il a donc accompagné la création des marchés de l'énergie, de l'électricité et du gaz en France quasiment depuis le démarrage. Il a contribué à de nombreux sujets, parmi lesquels la régulation des investissements sur les réseaux de transport d'électricité, la tarification au coût marginal ou le cadre dédié aux interconnexions exemptées. C'est vers lui que la Creux s'est tournée quand le Conseil d'État a annulé les tarifs d'Enedis. Il a proposé une méthode de rémunération robuste, toujours applicable aujourd'hui aux 55 milliards d'actifs de l'opérateur. Antoine travaille actuellement à la réforme du marché de l'énergie européen. Ce soir, il nous apporte la perspective de l'économiste. Merci à tous d'être là. Philippe, c'est avec vous que je démarre la discussion. L'hydrogène, on en entend souvent parler. Beaucoup de gens disent que c'est une lubie, que c'est le dernier sujet à la mode. Est-ce que c'est vraiment le dernier sujet à la mode ou est-ce que c'est un moteur essentiel de la décarbonation de nos économies ? Merci Lamis, bonjour à toutes bonsoir à toutes et à tous. Alors, il ne vous a pas échappé qu'on vit un changement climatique. Et ce changement climatique, il n'est plus à l'autre bout du monde, en Australie, en Californie ou que sais-je, mais il est sur le territoire européen. Dans ce contexte, il y a des mesures qui doivent être prises et on va vers plus d'électricité.
Actuellement, l'électricité occupe entre 20 et 25% de la consommation finale. En France, c'est de l'ordre de 25% dans la mesure où il y a le chauffage électrique. Dans d'autres pays, c'est plutôt 20%. La plupart des modèles de prospective prévoient à l'horizon 2050 une part de l'électricité de l'ordre de 50 à 60% dans la consommation finale. C'est dire que il y a de la place pour d'autres sources d'énergie. Ça peut être des gaz renouvelables, le biométhane, l'hydrogène ou de la chaleur renouvelable. L'électricité ne fera pas tout. L'électricité ne fera pas tout. Il est quand même très difficile de réduire du minerai de fer avec un courant électrique. Donc on va vers un remplacement du carbone utilisé pour la fabrication de l'acier par de l'hydrogène. De même comme matière première dans la chimie ou dans les engrais. Dans le transport lourd, on imagine mal un porte-container avec des batteries. Enfin, ça ne paraît pas très, très imaginable. Donc l'hydrogène va faire ce que l'électricité ne pourra pas faire. Dans la plupart des modèles, l'hydrogène représente une part de l'ordre de 10 à 20% de la consommation finale. C'est dire que l'hydrogène ne fera pas tout, mais sans l'hydrogène, on ne réussira pas la transition écologique, la transition énergétique. Alors la France l'a bien compris, qui a donc présenté une stratégie nationale hydrogène. Ça s'est fait en septembre 2020. Cette stratégie repose sur 3 piliers, 3 axes. Décarboner l'industrie et s'appuyer sur les grandes quantités qui vont être nécessaires. Je pense qu'on y reviendra après sur les quantités. Les grandes quantités qui sont nécessaires pour décarboner les pans entiers de l'économie, pour créer une filière française de l'électrolyse compétitive. Deuxième pilier, deuxième axe, développer la mobilité professionnelle. Alors mobilité professionnelle, c'est à la fois une mobilité lourde, donc les camions, les bus, les bennes à ordures, les trains, bateaux, et peut-être un horizon un peu plus lointain, avions. Et également la mobilité, je dirais, intensive, tout ce qui est logistique du dernier kilomètre, ou taxi, disons, là où on a peu de temps pour recharger la voiture. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et troisième axe, c'est la prise de conscience que la France est bien placée. La France est dans le peloton de tête des pays qui s'intéressent à l'hydrogène, qui ont développé une stratégie hydrogène, qui ont mis des moyens sur cette stratégie. Et donc la prise de conscience que la France a un potentiel de recherche, développement, innovation important, et ce potentiel, il faut le maintenir. Donc c'est l'objet du troisième axe C'est l'objet du troisième axe. Voilà, donc c'est pas une mode. L'hydrogène, ça date pas d'hier. Hein. L'hydrogène, il y a un savant français qui s'appelle Lavoisier, qui a travaillé sur la base des travaux d'un savant anglais qui s'appelait Cavendish. Cavendish avait trouvé l'air inflammable. Et Lavoisier, en combinant l'air inflammable avec ce qu'il appelait l'air vital, l'oxygène, il a fait de l'eau. Et d'où le nom d'hydrogène. Donc ça, c'est 1783, c'est plus de 200 ans. Et donc c'est pas du tout une mode, c'est un moyen, encore une fois, sans hydrogène, on ne réussira pas la transition écologique. Excusez-moi. Donc, Antoine, le développeur, concrètement, un projet de production d'hydrogène, ça coûte combien et à qui vous vendez ? Merci, le micro est bien allumé. Bonsoir, déjà merci pour l'invitation. Je pense que combien coûte l'hydrogène, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre comme ça, mais je vais essayer quand même de donner quelques ordres de grandeur, en commençant par les coûts d'investissement, donc les CAPEX. Aujourd'hui, quand on consulte un peu les fournisseurs qui fabriquent les électrolyseurs, les prix qu'ils nous donnent, si on devait le commander aujourd'hui, c'est entre disons 1,5 et 2 millions d'euros par mégawatt
d'électrolyseurs installés. Et là, c'est de l'électrolyseur plus ce qu'on appelle les auxiliaires. Donc, un électrolyseur, il y a besoin d'eau, donc il faut un peu purifier l'eau qu'on met dedans. Il y a besoin d'un certain nombre c'est pas juste un électrolyseur posé là. Il faut l'environner avec un certain nombre de choses. Et ça sort de l'hydrogène à 30 bars. Mais quand vous avez fait ça, vous avez fait que la moitié du chemin, parce que si vous voulez qu'après il puisse être utilisé dans des camions, il faut une station de distribution. Et là, vous rajoutez, si vous voulez distribuer l'hydrogène produit par une station d'1 mégawatt, ça fait à peu près 400 kg jour, et c'est une station qui va coûter à peu près 2 millions d'euros. Vous ajoutez tout ça. Après, et ça c'est si elle délivre à 700 bars l'hydrogène pour les réservoirs. Mais ayant dit ça, c'est à prendre avec des pincettes. Premièrement, c'est les chiffres aujourd'hui. C'est vrai que, comme l'a dit Philippe, il va y avoir un effort d'industrialisation, de production d'électrolyseurs à grande échelle, avec un certain nombre de gigafactories qui vont se mettre en place. Et là, certainement que les électrolyseurs sortiront moins chers. C'est en tout cas ce qu'on attend. Deuxièmement, ça dépend bien sûr de la taille de ce que vous commandez. Si vous demandez un électrolyseur de 1 MW à un fournisseur, il vous donne ces prix-là. Mais si vous commandez 100 MW d'électrolyseurs, vous pouvez avoir des prix plus bas. Et puis enfin, une fois qu'on a dit ça, on a parlé que des investissements, mais le problème de l'hydrogène, c'est pas que les investissements, c'est même en grande majorité autre chose, c'est l'électricité. Et donc vous pouvez très bien avoir des fortes baisses de prix dans l'électrolyseur. Si vous avez une électricité chère, vous ferez de l'hydrogène cher. On dit que à peu près 60 à 70 voire 80% selon les cas du prix de l'hydrogène final dépend directement du prix de l'électricité. Donc ce qu'il faut, c'est à la fois réduire les prix des électrolyseurs, mais également avoir accès à une électricité bas carbone, abondante, bon marché. Et c'est toute l'idée à la fois du plan hydrogène français qui vise à s'appuyer sur bien sûr la capacité nucléaire installée, mais aussi c'est toute l'idée de Verso Énergie, puisqu'on veut coupler les centrales solaires qui produisent l'électricité la plus compétitive avec l'hydrogène, de manière à pouvoir produire de l'hydrogène compétitif. Alors après, à qui on le vend? Je pense que Philippe a déjà répondu, c'est à la fois à des industriels et à de la mobilité lourde ou intensive. Donc si vous vendez à des industriels, vous allez faire des gros projets à proximité de sites industriels et vous leur vendez directement l'hydrogène. Et si vous visez des clients dans la mobilité, il faut positionner des stations de distribution dans les endroits un peu stratégiques. Ça peut être des zones logistiques, des ports où il y a beaucoup de trafic de camions ou de trains. Enfin, ça peut être un peu tous les axes logistiques, en fait, tous les hubs logistiques. Voilà, donc, je ne sais pas si ça répondait. Alors ça, il y en a beaucoup, mais je ne sais pas si je peux les révéler, mais on a en tout cas, je peux citer un projet, c'est un titre d'exemple, c'est un projet qu'on a déposé dans l'un des appels à projets français qui soutient le développement de l'hydrogène. C'est l'appel à projet de l'ADEME qui a été lancé il y a déjà 2 ans, je crois, mais nous on a répondu à celui de septembre 2021. Et c'est un projet qu'on a fait en Corse. Alors pourquoi la Corse? Parce que la Corse a une particularité, c'est que le mix énergétique corse est très carboné, donc il n'y a pas de centrale nucléaire en Corse. Et donc c'est un endroit où notre modèle a beaucoup de sens, c'est-à-dire c'est un endroit où vous ne pouvez pas juste brancher des électrolyseurs au réseau, vous ferez de l'hydrogène très carboné et ça n'a pas vraiment de sens. Alors que faire de l'hydrogène avec des centrales solaires en Corse, là ça devient vraiment en fait intéressant et c'est la seule solution. Et puis en Corse, contrairement à l'essentiel de ce qui se passe sur la métropole continentale où beaucoup de trains sont électrifiés avec un réseau électrique bas carbone, en Corse les trains sont diesel. Et donc notre projet il vise, et c'est un client, à décarboner le ferroviaire corse en remplaçant les trains diesel par des trains hydrogène. Et on ne s'arrête pas là, parce que remplacer un train à hydrogène c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux. En Corse, vu que le réseau est déjà existant, le réseau ferroviaire, on l'utilise pour transporter l'hydrogène. Donc c'est un projet, on n'a encore pas construit, on attend les résultats de l'appel d'offres de l'ADEME, mais si on y arrive, on transportera l'hydrogène dans les trains et on peut comme ça obtenir un transport très compétitif. C'est assez facile à comprendre. Si vous partez du principe que les 3 moyens de transporter l'hydrogène, c'est un tuyau, des camions ou le train, le tuyau en Corse, ça coûterait très cher pour les volumes concernés. Les camions, les routes corse, je ne sais pas si vous avez déjà été en Corse, mais ce n'est pas envisageable. Et donc, il reste le train. Et le train a un avantage, c'est que si vous augmentez la quantité d'hydrogène, il suffit de rajouter des wagons. Donc le coût marginal de l'hydrogène supplémentaire que vous transportez coûte vraiment pas grand-chose. Donc c'est un projet très puissant. Et ça va permettre d'aider des autres projets hydrogène en Corse à se concrétiser puisqu'ils pourront bénéficier de cette infrastructure de transport. Donc voilà, quels clients on a? C'est
une question un peu complexe. C'est à la fois les chemins de fer, c'est également les autres projets hydrogène en Corse, c'est également les sociétés de transport de marchandises corse, que ce soit avec des camions ou ça peut être également des collectivités qui transportent des passagers, des bus ou des bennes à ordures ménagères. Donc voilà, tout ce qui est mobilité lourde. On ne livrera pas d'hydrogène à des véhicules légers en Corse, en tout cas c'est pas prévu à ce stade. Antoine, l'économiste. Quel rôle va jouer l'hydrogène sur les marchés de l'énergie européens en vue d'atteindre la neutralité carbone? Bon, alors, je crois que c'est une question qui est effectivement extrêmement prospective. À l'heure actuelle, il est extrêmement difficile de faire des prévisions chiffrées et encore moins précises, bien entendu. Néanmoins, ce qu'on peut dessiner comme première piste, c'est finalement les conditions d'émergence d'une compétitivité de l'hydrogène dans le marché de l'énergie, en se plaçant dans la perspective où on a un marché de gros de l'hydrogène qui est déjà robuste, qui est déjà développé grâce aux usages spécifiques industriels ou mobilité qui ont été évoqués précédemment. C'est bien dans cette perspective que je me place, et donc c'est à un horizon relativement long terme. Le grand défi des prochaines années et des prochaines décennies, c'est bien évidemment la croissance de la production d'électricité intermittente couplée à l'électrification des usages, qui va créer un besoin de flexibilité dans le système électrique et plus largement dans le système énergétique, qui va être qui va être beaucoup plus important que celui auquel on est habitué aujourd'hui. La crise actuelle des prix de l'électricité et du gaz montre bien que d'ores et déjà le système énergétique peut être affecté par des situations de volatilité importantes qu'on avait pu parfois oublier après une longue période relativement calme. Mais d'une certaine façon, cette tension sur le marché du gaz, elle peut aussi nous servir à mieux comprendre les problèmes auxquels on pourra être confronté à l'avenir. Et c'est dans ce paysage-là que l'hydrogène peut précisément avoir une place. La place de l'hydrogène, elle sera déterminée par la demande du système électrique en termes de flexibilité, puisque l'hydrogène pourra apporter un stockage de relativement long terme qui est assez unique, qui présente des caractéristiques intéressantes. Ça demande aussi de considérer quelles sont les offres de flexibilité alternatives. Et là, bien évidemment, on a déjà installé sur le système électrique européen des systèmes de stockage à très grande échelle de type hydraulique, d'une part, qui ont des perspectives potentielles de développement qui restent assez limitées, cependant, et qui ne suffiront pas à couvrir les besoins de flexibilité. On parle aussi beaucoup des batteries, dont le développement a été poussé par la mobilité, mais dont on voit bien que les ressources en termes de matières premières nécessaires peuvent faire aussi grimper les prix. Et donc la perspective de développer des batteries avec des capacités réellement à très grande échelle sur les systèmes énergétiques centralisés est encore incertaine, même si elle est prometteuse. Et puis pour terminer, bien évidemment, la flexibilité de la demande qui permettrait d'absorber une bonne partie des aléas de production si jamais elle parvenait à se développer de façon intelligente. Donc on voit bien qu'on a un paysage qui est quand même extrêmement concurrentiel, dans lequel la ressource hydrogène produite par des moyens décarbonés peut trouver sa place. Mais il va falloir passer un stade d'échelle qui va être absolument indispensable pour faire baisser les coûts et probablement aussi des progrès technologiques en termes de conversion énergétique. Merci Antoine. Donc Philippe, pour décarboner l'économie européenne, les quantités dont nous avons besoin en matière d'hydrogène sont très importantes. Où est-ce qu'on irait chercher cet hydrogène ? Déjà, deux remarques sur ce que disait Antoine à l'instant. Par exemple, le moyen le plus important pour stocker de l'électricité actuellement, ce sont les barrages, les stations de pompage, les stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP.
les plus grosses steppes françaises, c'est 35 gigawattheures. 35 gigawattheures. C'est Montézic, c'est Grand Maison. Pour faire 1 TWh, il faut déjà cycler 30 fois. Et ce sont des dizaines de TWh qu'on va avoir à stocker et à gérer. Donc, il faut voir les ordres de grandeur. Donc, probablement, c'est du côté de la demande, le pilotage de la demande, c'est du côté de cette digitalisation du système qu'il faudra avoir des solutions. Alors, les quantités, effectivement, les quantités à produire sont considérables. Et tout à l'heure, j'ai esquissé les 3 axes de la stratégie française. Les objectifs à atteindre sont gigantesques. 2 exemples. On vise donc à l'horizon 2030 entre 680 000 et 1 100 000 tonnes d'hydrogène. Pour faire 680 000 tonnes, on estime, si on le faisait uniquement par électrolyse, il faudrait 6500 mégawatts. 6500 mégawatts. À l'heure actuelle, on n'a pas 5 mégawatts de production d'hydrogène par électrolyse. Bon, il y a actuellement de l'hydrogène qui est produit par électrolyse, mais c'est l'électrolyse non pas de l'eau, mais de la saumure, et avec comme coproduit de l'hydrogène. Mais spécifiquement, pour faire de l'hydrogène, il n'y a pas 5 MW. Il y a quelques électrolyseurs ici ou là en France, notamment pour la mobilité, pour des bus. Mais tout compte fait, ça ne fait pas 5. Donc il faut passer de 5 à 6500, facteur 1000. Des véhicules à hydrogène, il en roule à peine 400 en France. On vise 450 000, donc encore un facteur 1000. Donc les quantités sont considérables. Comment, je réponds à votre question, comment produire cet hydrogène? Il y a plusieurs façons. L'hydrogène, c'est un des éléments les plus abondants dans la nature, dans le monde, dans l'univers. Donc on peut le faire par électrolyse de l'eau, pour autant que l'électricité est décarbonée, renouvelable ou bas carbone. Renouvelable ou bas carbone, par exemple de l'électricité issue du nucléaire. On peut le faire en poursuivant les méthodes actuelles de production d'hydrogène, c'est-à-dire le vaporéformage, c'est-à-dire casser la molécule de méthane. Mais quand on casse la molécule de méthane, on produit 10 kg de gaz carbonique quand on produit 1 kg d'hydrogène. Donc si on prend la précaution de capter ce gaz carbonique et soit le réutiliser, mais plutôt le séquestrer dans des sites, par exemple en mer du Nord, et les pétroliers et les gaziers le font régulièrement. Si on se débarrasse donc de ce gaz carbonique, on obtient un hydrogène bas carbone. Troisième solution, à partir de la biomasse ligneuse notamment, par thermolyse de cette biomasse ou par pyrogasification, on peut obtenir également de l'hydrogène. Quatrième solution, par, alors je ne sais pas si le mot existe, mais par plasmalyse, c'est-à-dire on fait un plasma soit avec une torche, soit avec des micro-ondes, et on dissocie la molécule de méthane pour avoir d'un côté du carbone black, et de l'autre de l'hydrogène, qui sera renouvelable ou bas carbone, pour autant que l'électricité soit elle-même vertueuse. Donc il y a beaucoup de solutions pour produire cet hydrogène. Les quantités à produire sont considérables. Un exemple, si on veut décarboner, là, on parle beaucoup de réindustrialisation. Mais déjà maintenant, l'industrie qui est en France, l'industrie de l'acier. L'acier, c'est 11 à 12 millions de tonnes produites en France chaque année. Si on passe du coke à l'hydrogène par la méthode qu'on appelle la DRI, la Direct Reduction Iron, donc on utilise l'hydrogène pour réduire le minerai de fer, il faut à peu près 53 kg d'hydrogène par tonne d'acier. Donc faites le calcul, 11 millions de tonnes ou 12 millions de tonnes fois 53, il vous faut de l'ordre de 600 000 tonnes d'hydrogène. À l'heure actuelle, par les méthodes à partir du fossile, à partir du gaz naturel, on produit en France 420 000 tonnes. Donc rien que pour l'acier, il faut déjà 50% de plus, il faut déjà 600 000 tonnes. Il faudra aussi maintenir une production d'ammoniac, et puis pour la chimie et pour toute la mobilité. Donc les quantités sont considérables. Moi, ce qui me surprend, c'est que dans la stratégie européenne qui a été publiée au mois de juillet 2020, on parle de 2 fois 40 gigawatts et 10 millions de tonnes à l'échelle européenne.
ces chiffres-là ne me semblent pas cohérents. Avec 2 fois 40 gigawatts d'électrolyse, ou alors il faut que votre électrolyseur tourne longtemps pour produire 10 millions de tonnes. Si on fait avec Antoine le sait bien, les facteurs de charge de l'éolien ou du solaire sont de l'ordre de quelques milliers d'heures. Donc il faudrait, pour faire 10 millions de tonnes, il faut de l'ordre de 320 gigawatts. 320 gigawatts d'éolien onshore ou de solaire pour faire 10 millions de tonnes. Où il faut 140 gigawatts d'éolien offshore, puisque le facteur de charge en offshore est plus important. Donc il y a des quantités très importantes. Et on va donc, là se pose, et c'est un facteur un peu de différenciation entre l'Allemagne et la France. Les Allemands, qui sont pourtant en avance sur la France en matière de développement de renouvelables, disent on n'y arrivera pas, on n'aura pas assez de renouvelables, donc pour nous, on va importer de l'hydrogène des pays qui sont riches en renouvelables. Donc ils ont déjà des projets au Chili, ils en ont au Maroc, ils en ont dans le Golfe. Et donc ils envisagent de produire là-bas de l'électricité renouvelable, probablement à partir de photovoltaïque, et de l'importer sous forme d'hydrogène liquide ou sous forme de composé de l'hydrogène, l'importer en Allemagne. La France a choisi une voie plus autarcique, en disant on va le faire avec l'hydrogène, avec notamment le potentiel nucléaire qu'on a. Bon, je pense que c'est pas la peine d'ouvrir le débat là. Je pense que l'économie va mettre tout le monde d'accord. En tout cas, on va sûrement voir arriver une nouvelle géopolitique de l'hydrogène avec des pays tels que le Maroc, la Namibie, le Chili, l'Australie, le pays du Golfe, qui vont être exportateurs d'hydrogène ou de produits dérivés de l'hydrogène renouvelable bas carbone. Je pense au méthanol, je pense à l'ammoniac, des produits tels que cela. Merci Philippe. Donc Antoine, le développeur, j'entends qu'il y a beaucoup d'hydrogène à développer. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont là pour que vous, développeurs, investisseurs, saisissiez l'opportunité et commencez à déployer ces milliers de mégawatts à installer ? Bah, écoutez, je vais vous faire une réponse, j'allais dire de Normand, enfin en tout cas un peu nuancée. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition dans le plan français et beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, 9,1 milliards. Et voilà. Et après on peut voir, parce qu'après il y a la stratégie France 2030, il y a le plan France 2030 qui rajoute, et Philippe connaît ça beaucoup mieux que moi, mais il y a vraiment beaucoup d'argent qui est mis. Et donc, je serais malvenu de ma part de dire que les conditions ne sont pas réunies, parce qu'honnêtement, il y a un vrai effort qui a été fait quand on compare avec ce qu'était le plan avant ce fameux mois de septembre 2020 où l'argent a été mis sur la table. C'était 100 millions par an. Donc, on est passé de 100 millions par an à 9 milliards, voire plus. Après, donc, il faut se féliciter de ça, mais je pense qu'il faut quand même, et je citerai 4 défis qui restent quand même face à nous, développeurs et investisseurs, pour réussir à déployer cet hydrogène dans les objectifs qui ont été fixés. Et ces 4 défis tournent tous à peu près autour de l'idée qu'il faut un cadre stable et un peu de coordination dans ce foisonnement d'initiatives et de projets qui est en train de déferler suite à tous ces milliards qui ont été mis sur la table, et qui peut se révéler contre-productif. Donc il y a là, donc je cite les 4 défis, il y a probablement l'hydrogène peut avoir, du fait de ses économies d'échelle, donc économie d'échelle, plus le projet de production d'hydrogène est gros, plus il produit d'hydrogène pas cher. Si vous ajoutez ça avec le fait que le coût de transport d'hydrogène est élevé, ce qui crée une barrière à l'entrée, les deux ensemble, c'est pas mon collègue Antoine ici présent qui va me contredire, ça crée un monopole local, naturel, un monopole naturel mais localisé, puisque c'est dur à transporter, donc si vous allez un peu plus loin, vous sortez du monopole. Mais ces monopoles, ça doit se réguler normalement. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas le cas. Et donc, vous avez des situations où c'est un peu le premier arrivé, premier servi. Et ça crée un peu une désincitation à développer des projets. Je vous cache pas que nous, quand on voit un communiqué de presse sortir indiquant qu'on va faire 600 mégawatts d'hydrogène à Fos-sur-Mer, on arrête de développer à Fos-sur-Mer. On a peut-être tort. Mais pourquoi perdrions-nous notre temps alors qu'il y a déjà, entre guillemets, des choses qui ont été annoncées. Après, c'est juste des annonces, peut-être, mais c'est des annonces qui ont une vocation performative. C'est-à-dire qu'une fois que le communiqué de presse est sorti,
les clients vont se diriger forcément vers celui qui a fait l'annonce en premier. Donc ces monopoles présentent un enjeu pour le développement de la filière et il va certainement falloir regarder ça de près, d'autant plus que c'est loin d'être le seul secteur concerné et les autres secteurs, on peut s'en inspirer. Quand vous voulez tirer des fibres optiques dans des zones rurales, le premier qui met sa fibre optique, il obtient le monopole. Donc il y a des DSP, des délégations de services publics qui sont mises en appel d'offres pour choisir qui va prendre la fibre optique dans tel ou tel endroit. Et c'est pareil sur les réseaux de chaleur par exemple. Donc en fait, il y a quand même je dirais quand même là, une concurrence à organiser. Le deuxième défi, c'est d'articuler les écosystèmes de grande taille, industriels, donc dans les ports notamment, avec des écosystèmes locaux, plus petits, mais qui ne sont pas forcément inopportuns, en tout cas pas forcément à rejeter, disons. Mais aujourd'hui, l'État soutient un peu les deux. Il soutient les grands projets en disant on veut massifier la production d'hydrogène pour avoir de l'hydrogène compétitif, et c'est très bien. Il soutient aussi les petits projets avec les appels d'offres qu'on appelle les appels à projets écosystème hydrogène de l'ADEME, qui soutient les projets entre 1 et 20 MW de production d'hydrogène. Et donc, c'est pas compliqué à voir. Si jamais vous investissez aujourd'hui dans un projet de 2-3 MW d'hydrogène dans un endroit et que dans 5 ans, un projet de 600 MW est construit, eh bien votre projet de 2-3 MW sort du marché, puisque vous produirez un hydrogène qui sera trop cher par rapport à celui produit par le gros projet. Donc vous aurez des coûts échoués. Et les coûts échoués, c'est quelque chose qu'il faut essayer dans la mesure du possible d'éviter. Donc là, l'articulation entre les gros et les petits écosystèmes. Il y a un troisième enjeu qui est d'arriver à faire émerger ensemble l'offre et la demande. Là aussi, ça demande de la coordination, parce que aujourd'hui, des camions hydrogène, il n'y en a pas beaucoup. Philippe l'a dit, il y en a 400 qui circulent. Et donc, pourquoi est-ce qu'on investirait dans une station qui produit et distribue de l'hydrogène pour des camions qui aujourd'hui ne circulent pas ? Il faut qu'on arrive à la faire émerger en même temps que les camions arrivent. Mais en même temps, si on ne le fait pas, les camions, personne n'en achètera, parce que qui irait acheter des camions alors qu'il n'y a pas d'infrastructure de distribution d'hydrogène ? Donc vous voyez, c'est l'œuf et la poule. Et quand on est face à un problème d'œuf et de la poule, il faut une coordination pour faire émerger tout ça ensemble. Alors il y a des exemples qu'on peut citer. La région Occitanie a fait un appel à manifestation d'intérêt que j'ai trouvé assez bien fait, parce qu'ils ont demandé aux producteurs de se positionner, ils ont demandé de l'autre côté aux consommateurs de se positionner aussi, et puis ils les ont mis autour de la table. Voilà, ça c'est le genre d'initiative qu'il faut essayer peut-être de reproduire, sachant qu'en plus il y a une difficulté, c'est que nous, acheter un camion, ça se fait entre guillemets en 1 heure, développer un projet de production d'hydrogène, ça prend 3-4 ans, parce qu'il faut obtenir des permis, des autorisations, financer le projet, le construire, et donc vous devez être en avance de phase. Donc nous, on est un peu en avance de phase, on commence à développer des projets aujourd'hui en faisant le pari qu'il y aura de la demande dans 2, 3, 4 ans, qui sera à la hauteur de ce qu'on produira. Et enfin, le dernier défi, c'est, je pense, l'articulation entre... disons, l'articulation des cadres réglementaires en ce qui concerne la question de savoir qu'est-ce que de l'hydrogène renouvelable. Aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités selon le cadre réglementaire que vous regardez. Si vous regardez la directive RED 2 européenne ou si vous regardez l'ordonnance du 17 février 2021 en France, ça ne dit pas vraiment la même chose. Et vous pouvez très bien, par exemple, connecter un électrolyseur au réseau, ne pas construire de parc de production renouvelable et dire que vous faites de l'hydrogène bas carbone parce que l'électricité du réseau français est bas carbone. Mais j'ai envie de dire, si tout le monde fait ça, les 6,5 gigawatts, on les fera, mais ça fera de l'électricité en moins pour les autres. Et dans la situation actuelle où on voit bien que le mix est un peu tendu, il va falloir allumer d'autres centrales et ça va poser d'autres problèmes. Donc on remplace un problème par un autre. Et la directive RED 2, elle a quand même ceci que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit, si vous faites de l'hydrogène et que vous voulez qu'il soit renouvelable, il faut que vous puissiez faire de l'additionnalité sur la production renouvelable que vous avez pour l'alimenter. Et cohérence géographique et cohérence temporelle. C'est un peu ces 3 critères-là. Donc ça veut dire que votre hydrogène, il sera renouvelable si vous montrer que vous avez construit une centrale de production d'électricité renouvelable en face, ou que celle à qui vous achetez l'électricité a été construite pour vous alimenter et que vous n'avez pas simplement substitué une demande par une autre. Donc tout ça, c'est des enjeux importants parce qu'on voit bien que déjà on ne développe pas assez de capacité bas carbone de production d'électricité en France. On est déjà en dessous des objectifs. RTE le dit, la PPE, on n'y est pas. Et la situation n'est pas en train de s'améliorer et on n'a plus beaucoup de temps. Donc essayons de faire avancer ces 2 sujets en même temps et pas juste d'aller à fond dans le déploiement d'électrolyseurs en oubliant qu'il faut de l'électricité pour produire tout ça. Voilà un peu les 4 défis que je voulais vous partager. Du coup, Antoine, l'économiste, Antoine, le développeur, te tend un peu la perche. Il demande que l'hydrogène soit régulé. À ton avis, comment créer un marché commodité efficace qui permettrait le développement de l'hydrogène bas carbone ? Alors justement, pour répondre à ce défi de trouver un moyen de coordonner l'offre, la demande, le stockage, le transport, l'action publique et l'initiative privée, les petits projets et les grands projets,
Il n'y a pas de réponse évidente, absolue, surtout pour un secteur en formation comme celui-ci et qui a un avenir probablement de très fort développement, comme Philippe le soulignait tout à l'heure, avec des besoins d'un facteur 1000. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si on veut se projeter un petit peu dans le temps, en regardant un petit peu plus loin que les prochaines années, l'un des moyens qui est identifié aujourd'hui par un certain nombre de groupes de travail sur la question de l'hydrogène, c'est de chercher à constituer des places de marché transparentes, liquides, efficaces, qui permettraient peu à peu, alors ce ne sera pas d'un coup de baguette magique, mais peu à peu de décloisonner les marchés locaux, de casser ou en tout cas d'amoindrir les pouvoirs de marché qui ont été évoqués, et de permettre à des projets de très grande ampleur de voir le jour avec une sécurité financière apportée par une véritable demande. Alors je m'exprime peut-être de façon un peu théorique. Très concrètement, si on prend l'exemple du marché du CO2, qui est un petit peu... alors évidemment qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que l'hydrogène, on n'est pas du tout sur un produit équivalent. Cela dit, d'un point de vue purement économique, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vu une initiative au début qui était tâtonnante, qui a connu des revers importants dans les premières années, et qui aujourd'hui, après plus de 10 ans d'efforts très importants, enfin porte ses fruits. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire avec finalement un certain enthousiasme que ce marché que beaucoup considéraient comme anecdotique ou en tout cas un semi-ratage, c'est aujourd'hui devenu vraiment la pierre angulaire de la politique climatique européenne, le hub en quelque sorte, financier, organisationnel, informationnel de la transition vers les énergies bas carbone. On n'est pas très loin des 100 € par tonne de CO2 sur le marché actuellement. C'est une perspective qui n'était pas du tout imaginable il y a encore quelques mois. Et je trouve ça très intéressant de voir comment un marché organisé a pu donner naissance à des échanges liquides, à un marché à terme qui donne beaucoup de visibilité aux acteurs et à des perspectives de développement aussi qui sont, sur la décennie qui s'annonce, qui sont vraiment très intéressants, avec la possibilité de couvrir financièrement des projets de décarbonation. Je reviens à l'hydrogène parce que on commence à voir apparaître des initiatives en faveur de la création d'une bourse de l'hydrogène au niveau européen, avec un certain nombre d'obstacles qui ne sont évidemment pas résolus. Le problème du transport, le problème du stockage, qui sont tous les deux complexes et coûteux, un certain nombre de défis technologiques qui restent à relever. Néanmoins, il existe des infrastructures qui sont existantes, qui peuvent être réutilisées ou adaptées à des coûts qui restent qui sont importants, mais qui sont relativement acceptables, et qui pourraient permettre de peu à peu faire émerger une place de marché physique de l'hydrogène, avec un prix de référence, avec des moyens de stockage qui permettraient de donner beaucoup de crédibilité à ce produit physique, et peu à peu créer toute une architecture de marché avec des contrats standardisés, échangeables, puis à plus long terme, des contrats plus sur mesure qui permettraient de sécuriser des investissements importants. C'est ce qui s'est passé sur le marché de l'électricité et aussi du gaz, avec une transition qui s'est faite aussi sur plus de 10 ans. Et voilà, je voulais souligner l'importance qu'il fallait donner aux possibilités qu'offraient les marchés organisés pour soutenir l'investissement et surtout coordonner l'offre et la demande, puisque c'était le défi principal qui était soulevé.
par Alors, Antoine. je vais peut-être sortir un tout petit peu du texte qu'on a préparé ensemble pour... moi, je n'ai pas connaissance de beaucoup de centrales d'électricité d'envergure qui se font financer en référence au marché de l'électricité européen. Est-ce qu'un marché de l'hydrogène va fonctionner avec des engagements court terme ou est-ce qu'il est prévu qu'il fonctionne avec des engagements long terme? Et du coup, Antoine, côté développeur, vous, est-ce que vous seriez content d'un marché qui fonctionne comme le marché de l'électricité pour développer des projets hydrogène? Juste une petite réponse très rapide. Il existe déjà des projets renouvelables aujourd'hui qui sont financés par le marché. Des parcs offshore éoliens qui bénéficient de PPA ou qui sont en merchant, c'est-à-dire directement sur le marché, dans la mer du Nord, en Écosse. C'est probablement le début. C'est assez prometteur. Oui, alors donc il y a deux questions dans cette question. Il y a les marchés de l'électricité. C'est vrai qu'il y a quelques projets, mais quand on parle aux banques, est-ce que vous nous filez 90% de dette pour financer un projet exposé au prix de marché, elles disent non, quoi. Donc il y a des projets qui se font, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu se faire à un prix encore plus bas s'ils avaient pu bénéficier d'un contrat de long terme avec les bonnes garanties, qui ne sont pas forcément des garanties publiques d'ailleurs. Les PPA, effectivement, c'est le sujet des PPA, c'est un contrat de long terme pour permettre le financement. Et ce n'est pas un sujet propre aux renouvelables, je pense que c'est un sujet propre à tous les modèles capitalistiques. Je ne sais pas qui irait financer une autoroute sans avoir une concession de long terme garantissant des revenus sur les péages, ou qui irait financer un aéroport sans concession aéroportuaire. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes sujets. Et même le nucléaire, eh bien, le Hinkley Point, c'est un contrat de 35 ans avec un prix fixe. Enfin, un CFD, pour être plus précis. Donc le renouvelable ne fait pas exception à la règle. Il peut y avoir des projets qui se font en prix de marché parce que peut-être des montages le permettent, ou qu'il y a un pari qui est fait par l'opérateur, l'investisseur sur la hausse des prix de marché pour des raisons qui peuvent être fondées. D'ailleurs, actuellement, on voit que les prix de marché ont beaucoup monté, donc c'est certainement un pari gagnant. Maintenant, est-ce qu'on doit renoncer à l'idée, que je trouve une belle idée, d'avoir un marché de contrats de long terme sur les prix d'électricité? C'est une idée qui est défendue par certains experts. Je parlais il y a 2 jours avec Jean-Michel Glachant, qui dirige la Florence School of Regulation, et qui apporte un peu cette idée de marché qu'il appelle semi-hybride, un marché de contrats un peu où on pourrait échanger des contrats de long terme. Et je ne suis pas un théoricien, mais je ne vois pas trop qu'est-ce qui empêcherait de mettre ça en place, à part que ça va peut-être prendre 10 ans de discussion à Bruxelles, mais ça, voilà. Après, sur l'hydrogène, donc l'autre question, alors là, je ne sais pas, je pense que c'est quand même très capitalistique également, mais en même temps, ça dépend beaucoup du prix de l'électricité, l'hydrogène produit, donc il y a peut-être des choses à relier entre les deux, d'avoir quand même à l'esprit que si on interconnecte tout ça, ça va prendre du temps. Je laisserai Philippe en dire plus là-dessus, parce qu'il maîtrise bien mieux le sujet sur combien de temps vont mettre ces réseaux à interconnecter tous ces électrolyseurs, mais en gardant à l'esprit un peu quand même quid des coûts échoués. Si demain on fait un électrolyseur de 10 mégas et qui se retrouve donc à produire de l'hydrogène à 8 € le kilo, ou 7 € le kilo, et que demain il se retrouve raccordé à un tuyau qui fait circuler de l'hydrogène à 2 € le kilo, ça n'incite pas les investisseurs à mettre beaucoup d'argent sur la table, disons-le clairement, et donc il faut trouver un mécanisme non pas un mécanisme de protectionnisme, mais au moins un mécanisme qui donne de la visibilité. De la visibilité, c'est nécessaire pour investir. J'ajoute quelques mots et après je me sauve. Je suis attendu à l'autre bout de Paris là dans 45 minutes, donc ça va être un peu la course. Non, je crois que le maître mot c'est la visibilité, c'est-à-dire il y a des sommes importantes à investir. Les deux Antoine l'ont dit. Il y a des sommes importantes à investir, et donc il faut avoir cette visibilité. Et je crois, alors, si je veux être provocateur, je dirais le marché ça marche pas, c'est-à-dire en fait, il faut retourner vers des contrats à long terme pour justement avoir cette visibilité. Au-delà de ça, je crois qu'il faut également éviter, se garder de toute position idéologique, comme ça, on a eu un peu l'impression que cette direction était prise à Bruxelles sur le bannissement de toute électricité nucléaire au profit du tout renouvelable.
là aussi, les chiffres vont parler. On a un retard énorme, en particulier en France, sur le développement des renouvelables. Donc, il faut faire feu de tout bois. La biomasse, je l'ai dit tout à l'heure, la biomasse, l'électricité nucléaire, l'électricité renouvelable, parce que les problèmes sont là et il faut vraiment les régler rapidement. Et donc, au final, je dirais, on va marcher sur deux jambes, c'est-à-dire à la fois donc du réglementaire, enfin à la fois régulation et réglementaire, c'est-à-dire régulation, c'est ce que le spécialiste Antoine a dit, mais également réglementaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de... L'hydrogène, c'est encore considéré comme un produit chimique et ça va devenir une marchandise, ça va devenir une commodity, comme disent les anglo-saxons. Et donc, on va avoir l'instauration d'un marché, c'est ce que les deux Antoine ont évoqué à l'instant. Et donc, il va falloir aussi une infrastructure sous-jacente pour supporter ce marché. C'est ce qui s'est fait pour l'électricité, c'est ce qui se fait pour le gaz naturel et ce qui va arriver pour l'hydrogène. Donc, il y a ce côté-là à faire évoluer. Mais également, sur le plan réglementaire, il y a un grand nombre de domaines où on n'a jamais entendu parler d'hydrogène. Par exemple, un cas typique, vous pouvez transporter sur une péniche, vous pouvez transporter de l'hydrogène, liquide ou gazeux, mais par contre, alimenter le moteur de votre péniche avec de l'hydrogène, c'est pas possible pour l'instant. Bon, il y a des cas comme ça. Donc, vraiment en faire une marchandise. Et l'autre jambe, je dirais, c'est toutes les incitations financières, qu'elles soient fiscales ou sous forme de subventions ou de crédit d'impôt, enfin c'est tout ça. Voilà, je crois que c'est ça qui est nécessaire pour le développement, pour un sujet qui est passionnant. Et, enfin, disons, ça se joue maintenant, c'est dans la décennie je dirais même dans les quelques années qui viennent, pour prendre le bon virage, pour virer bien en 2030 et ensuite poursuivre jusqu'en 2050. Voilà, je suis obligé de vous quitter. Je vous remercie et je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup Philippe d'être venu parmi nous ce soir malgré tous vos engagements. Voilà. Merci bien. Les deux Antoine. Dernière question préparée et puis on essaiera, si on a un peu de temps, de prendre quelques questions de la salle ou des personnes qui nous suivent en ligne. Vous avez tous les deux suivi l'aventure du solaire. Antoine en tant que régulateur dans le cadre de ton travail à la Creux et Antoine en tant que développeur de solaire à l'époque. Quelles sont les leçons que vous avez apprises de cette expérience du solaire et qui pour vous devraient éclairer les politiques publiques à mettre en place pour l'hydrogène ? C'était dans cet ordre. Je vais être assez rapide. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit à propos de la visibilité, bien évidemment. Je pense que quel que soit le mécanisme de soutien public ou le mécanisme de marché avec des contrats de long terme qui est mis en place pour sécuriser des investissements nouveaux et risqués, ce que montre l'aventure du solaire en France, c'est un besoin de visibilité, aussi de stabilité, puisque souvent le coût du capital d'un projet représente environ la moitié du coût total de revient. Et évidemment, la stabilité des revenus sur le long terme donne une garantie aux financeurs qui permet de réduire ce coût de façon extrêmement importante. Évidemment, si on parvient à le faire par un mécanisme de marché et par une demande qu'on peut identifier, qu'on peut satisfaire sur le long terme, c'est encore mieux. Pour amorcer la pompe, il est parfois nécessaire de recourir à des soutiens publics. Et c'est évidemment le cas dans des activités qui sont naissantes. On a un besoin de monter en échelle par rapport aux usages antérieurs qui nécessite de donner une visibilité, de donner un cadre d'apprentissage amélioré, on va dire. Et c'est dans cette perspective qu'il faut vraiment garder à l'esprit que le montant de l'aide compte autant, mais peut-être même un peu moins que la visibilité et la stabilité dans le temps, de la réglementation, de l'environnement général. Voilà, je crois que c'est l'enseignement principal qu'on peut tirer de la longue aventure du solaire en France.
Je compléterai simplement parce que c'est déjà l'essentiel a été dit, mais du point de vue, disons, du développeur, le développement du solaire en France, ça n'a pas été un long fleuve tranquille depuis 10 ans. Il y a eu, je ne refais pas tout l'historique, mais il y a eu un moratoire, il y a eu un arrêt brutal, il y a eu une espèce de reconstitution, mais avec des à-coups, des stop and go, un manque de visibilité. Ensuite, il y a eu la mise en place d'appels d'offres pluriannuels. Là, ça a donné de la visibilité et comme par hasard, c'est là que ça a marché. Et puis, il y a eu de nouveau une révision rétroactive des contrats de 20 ans qui avaient été signés. Donc, ça a recréé une anxiété, notamment auprès des banques. Ça recrée un peu de la confusion. Et donc, s'il y a un enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est ne refaisons pas avec l'hydrogène ces erreurs-là. Donc, un cadre stable, de la visibilité, pas de stop and go, c'est une grande spécialité française des stop and go, mais on va essayer de pas en avoir. Ainsi, et c'est une des erreurs qu'on a fait dans le solaire, on a quand même raté la révolution solaire. Voilà, il y a des centaines de gigawatts qui se font dans le monde et en France, on atteint péniblement 1 à 2 gigawatts par an. Enfin, on n'a jamais dépassé 1 gigawatt par an, sauf cette année. Et donc, avec l'hydrogène, on a, et Philippe l'a bien dit, les moyens là de ne pas rater cette révolution, mais ça suppose qu'on apprenne de ces erreurs qu'on a pu faire sur le solaire. Et ces erreurs, il y en a plusieurs. Donc la première, c'est on n'a peut-être pas assez anticipé la baisse du coût des technologies dans le solaire. Donc il y avait des gens en 2014-2015 qui disaient le solaire sera jamais en dessous de 40 € le mégawattheure. Bon, l'avenir leur a donné tort, mais sauf que ça a contribué à bloquer le développement du solaire en France parce que les gens pensaient que c'était une énergie chère. Et bien sur l'hydrogène, c'est peut-être un peu la même chose, quoi. Il faut peut-être qu'on anticipe davantage la baisse du coût des technologies qui va arriver. Deuxième erreur, ça a été l'industrialisation. On a complètement raté l'industrialisation du solaire parce qu'on a mis tout le paquet sur la subvention de la demande. Ça veut dire qu'on subventionnait des tarifs d'achat pour déployer du solaire, mais on n'aidait pas l'offre, donc personne n'avait envie de développer des usines de panneaux. Et ben, sur l'hydrogène, on est peut-être en train de faire en fait l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de milliards qui se déversent sur les usines, les gigafactories d'électrolyseurs. Mais aujourd'hui, je me demande très honnêtement qui va acheter tous ces électrolyseurs, parce que côté demande, on a aujourd'hui des poches d'aide qui sont quand même assez peu ambitieux sur la partie vraiment demande. Si je prends l'exemple des camions, acheter un camion hydrogène aujourd'hui ça coûte cher, et ça c'est l'ADEME qui le fait, et c'est une enveloppe qui doit être de l'ordre de 200 millions par an quand on compare aux 9 milliards qui a été fait sur le reste. Donc on voit bien qu'il y a... Et donc évitons de nous retrouver avec des usines qui produisent des électrolyseurs que personne n'achètera. Donc développons les écosystèmes en encourageant la conversion des usages à l'hydrogène, ça c'est très important. Et après, je dirais, il y a un dernier point qui à mon avis est essentiel, alors là, c'est pas le solaire en France, c'est le solaire dans le monde. J'ai pas mal développé de projets en Afrique. Il y a un sujet qui est intéressant et que je trouve très lié à l'hydrogène, c'est l'électrification rurale des villages. Donc quand vous allez en Afrique développer du solaire, vous avez des villages qui sont hors réseau. Vous mettez des panneaux solaires là-dedans, ça fait des petites centrales, donc de l'électricité chère. Et puis, vous n'avez pas envie d'investir là-dedans si jamais le réseau, dans 5 ans, vient raccorder le village avec de l'électricité subventionnée. Ça réduit à néant votre modèle économique. Ça vous fait un peu penser à ce que je disais sur l'hydrogène juste avant, c'est-à-dire que quand vous faites un petit projet d'hydrogène, vous n'avez pas envie ensuite qu'un tuyau vienne détruire votre modèle économique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de tuyaux, mais au contraire. Et de même en Afrique, il ne faut pas dire on ne va pas raccorder les villages au réseau. On dit simplement les gens qui ont investi dans le petit projet d'électrification rurale qui a permis aux gens d'avoir accès à l'électricité en premier, il ne faut pas les laisser mourir parce que sinon ils ne le feront plus. Et donc ça suppose des cadres concessionnels, des contrats de long terme. La France est très dynamique pour ce qui est de dire à tous ces pays qu'il faut faire comme ça. Faisons aussi chez nous ce qu'on demande aux autres de faire. Voilà un peu ce que je souhaitais dire sur les leçons apprises sur le solaire. Est-ce qu'on a... Je vais vérifier si on a un peu de temps pour prendre des questions. Camille, est-ce qu'on a des questions? Bonsoir. Alors la question c'était, quelqu'un demandait des exemples de projets hydrogène en Afrique et quelles étaient les possibilités pour l'irrigation. J'ai pas plus de précision, je sais pas. Pour l'irrigation, dans quel sens? Alors, il y a quelques grandes annonces sur les ambitions hydrogène de la Namibie. Après des projets concrets qui sortent de terre en Namibie, à ma connaissance, il n'y en a pas. Au Maroc, beaucoup de choses sont il y a beaucoup d'effervescence.
et je pense qu'on verra des choses sortir très très rapidement. En Égypte, il y a la même problématique que tu as annoncé tout à l'heure, Antoine, sur FOSS, c'est-à-dire qu'il y a une grande annonce et puis ça verrouille un peu. Et donc, pour beaucoup de... un grand acteur qui a fait une grande annonce de développer beaucoup d'hydrogène vert en Égypte. Et donc, pour le moment, on attend que cet acteur agit, mais les autres acteurs sont plutôt bloqués. Voilà, c'est sur du petit hydrogène, je n'ai pas connaissance de projets qui se développent. Je ne sais pas pour toi, Antoine. Non, je pense que tu as résumé ce qui en tout cas est annoncé. Je pense que la question sur l'irrigation voulait certainement parler de l'eau qui va servir à faire cet hydrogène. Est-ce qu'on ne va pas prendre de l'eau qui peut servir à l'irrigation par ailleurs? C'est-à-dire en gros, toujours la même logique, est-ce qu'on ne va pas remplacer un problème par un autre? Donc en France, notre problème, c'est l'électricité bas carbone. En Afrique, en plus, ils ont le problème de l'eau. Et c'est vrai qu'en Namibie, qui est un pays où il y a vraiment un vrai manque d'eau, il y a des projets hydrogène qui sont annoncés. Je me demande un peu où est-ce qu'ils vont chercher l'eau. Ou alors, ça peut être que de la désalinisation, quoi. Donc ça veut dire ça porte des conséquences en matière de rendement et d'efficacité énergétique de la production d'hydrogène. À tous les exemples que tu as cités, j'en rajouterai un qui n'est pas inintéressant, c'est l'hydrogène blanc. C'est-à-dire de l'hydrogène qu'on prend dans le sol à l'état naturel et qu'on sort de là sans émission de CO2 puisqu'on le sort du sol. Et il y a des grandes réserves apparemment au Mali. Donc ça peut être aussi une piste intéressante pour l'Afrique. Mais j'ai quand même l'impression que tous ces projets sont dans une logique d'export et pas forcément dans une logique d'utiliser l'hydrogène dans les pays africains, et c'est un peu dommage parce qu'il y a des choses à faire, et notamment je pense que l'hydrogène peut être une opportunité pour l'Afrique qui a beaucoup exporté de matières premières et qui importe des produits transformés, et bien de transformer sur son sol l'hydrogène par exemple en ammoniac pour exporter un produit à forte valeur ajoutée parce qu'il se transporte plus facilement sous forme d'ammoniac, sous forme d'hydrogène. Et donc c'est aussi une opportunité d'industrialisation, mais à condition que ce soit anticipé en amont et que ce soit bien organisé, quoi. Alors, à ma connaissance, en Égypte et au Maroc, les projets d'hydrogène qui se développent ne sont pas uniquement vus en vue d'export. C'est aussi vu pour le transport maritime en Méditerranée et pour la décarbonation de certaines industries qui anticipent éventuellement la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. J'aurais une question un petit peu pour revenir à la stratégie française et les électrolyseurs qui vont être mis en place donc en vue de l'objectif des 6,5 gigawatts. On sait qu'aujourd'hui il y a quand même différentes technologies qui existent, et notamment au niveau de l'électricité qui est nécessaire, ça peut varier grandement, je pense, entre un alcaline et des électrolyses qui sont donc à haute température. Et j'aimerais savoir un petit peu si déjà quel type aujourd'hui d'électrolyseurs vont être financés pour atteindre ces 6,5 et quel va être le facteur de charge, comme vous disiez, à quel pourcentage est-ce qu'on pense qu'on va devoir se baser sur le mix nucléaire français actuellement pour atteindre donc la production escomptée. Tu me compléteras, mais il y a grosso modo trois technologies principales d'électrolyse, de ce que je peux voir, et je ne suis pas du tout un technicien, donc je vois ce que nous proposent les fournisseurs. C'est de l'alcalin, donc c'est la technologie la plus mature, entre guillemets, parce qu'elle existe depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle le PEM, donc PEM ça veut dire Proton Exchange Membrane. C'est une technologie plus récente, mais qui a atteint son stade de maturité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des électrolyseurs qui sont en vente avec cette technologie et qui présentent un avantage qui est sa plus grande capacité à résister aux variations de charge. Donc vous pouvez en gros l'éteindre et l'allumer plus facilement, et ça c'est évidemment intéressant dans un contexte où on veut utiliser ces électrolyseurs pour faire de la demande pilotable et pas de la demande de base, donc contribuer un peu à la flexibilité du mix électrique. Donc ça c'est évidemment intéressant. Et puis il y a les électrolyseurs haute température. Donc en France on a bien sûr Genvia, qui est un projet dont le président Macron a inauguré l'usine, la Gigafactory en décembre dernier je crois.
Et là, vous dire exactement ce que cette technologie, quand est-ce qu'elle va arriver et comment, on est tous en train d'attendre un peu ce qui va en sortir, mais c'est vrai que c'est très prometteur parce que c'est une technologie qui permet d'avoir un meilleur rendement, et donc c'est un peu le cœur du réacteur. Sur les facteurs de charge, là c'est une question à laquelle il est difficile de répondre avec des chiffres, mais en gros, si vous dites vous avez un électrolyseur de 1 MW et vous le raccordez à une centrale solaire de 1 MW crête, le mégawatt crête, il est produit, voilà, comme vous le savez, quelques heures par an, donc sinon ça produit moins. Et donc en fait, vous aurez un facteur de charge de l'ordre de 10% quoi, dans l'électrolyseur. Mais si par contre vous surdimensionnez la centrale solaire pour raccorder l'électrolyseur dessus et que vous avez la capacité à gérer le surplus, soit en le stockant, soit en l'arbitrant sur les marchés, en le vendant quand c'est cher, en gérant ça, vous pouvez porter la part de solaire dans l'électrolyseur à 30 voire 40%. Et donc pour ça, il faut un facteur à peu près 3 à 4. Donc vous mettez 4 MW de solaire pour alimenter votre mégawatt d'électrolyseur. Et là, ça devient en fait après une question de comment vous arrivez à capturer le plus de valeur possible dans l'arbitrage que vous faites entre je fais tourner mon électrolyseur, j'éteins mon électrolyseur, je mets l'électricité dans une batterie ou sur le réseau. Et là, c'est exactement ce que fait... je ne veux pas faire de la pub, hein, mais c'est vraiment le modèle que promeut Verso Énergie. Puis après, vous avez l'idée que ce 40% de facteur de charge ne sera pas suffisant pour qu'un électrolyseur produise de manière compétitive. Et donc, il faut compléter ça avec, par exemple, des contrats éoliens. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'éoliennes qui arrivent en fin de contrat d'obligation d'achat et on peut récupérer cette électricité pour compléter. Et comme le solaire et l'éolien ont des mix un peu complémentaires, parfois ils s'additionnent, mais par exemple, s'il y a du vent la nuit, vous avez de l'éolien quand il n'y avait pas de solaire et donc vous augmentez votre facteur de charge peut-être jusqu'à 50-60%. Et là, vous pouvez regarder des analyses très intéressantes qui sont faites. Il y a des courbes qui montre qu'en fait, au-delà de 50-60% de facteur de charge, vous pouvez rajouter 10-20% de facteur de charge, vous ne gagnerez pas beaucoup en termes de prix de l'hydrogène. En revanche, si vous baissez le prix de l'électricité de 10 € du mégawattheure, vous gagnez beaucoup plus. Donc, il existe un seuil de facteur de charge au-delà duquel grappiller des heures de facteur de charge est moins intéressant que baisser le prix de l'électricité. Et donc, c'est là qu'il y a beaucoup de valeur à créer, je pense, pour arriver à atteindre cette compétitivité de l'hydrogène. Je vais ajouter un petit complément à ce propos. Il y a une petite distorsion dans le marché actuel de l'électricité, c'est le fait que les certificats d'énergie renouvelable ne sont pas nécessairement liés à une heure de production en particulier. Et donc il est assez difficile aujourd'hui pour un industriel comme un producteur d'hydrogène qui cherche à se sourcer avec de l'électricité verte garantie, réellement garantie, de passer par le marché. C'est-à-dire que soit il passe physiquement par une installation couplée localement, comme ça a été très bien expliqué, mais dès qu'il va faire un arbitrage sur le marché, il va avoir du mal à garantir à ses clients que l'électricité a été vraiment d'origine renouvelable de façon certaine. Et donc peut-être qu'une amélioration qui pourrait être portée, c'est de faire émerger des certificats qui soient vraiment liés à un bloc de production d'électricité horaire par exemple, et qui serait échangé de façon efficace, et alors là qui permettrait aux industriels consommateurs d'électricité intéressés de vraiment reconstituer en les démembrant, donc en passant sur un marché assez dématérialisé, le bloc d'énergie lui-même et le certificat qui serait pour le coup authentique cette fois-ci. Et là on sort des difficultés de facteur de charge. Par contre, ça ne règle pas la question de la volatilité du prix de l'électricité en particulier. Et puis, on aura aussi l'apparition d'une volatilité du prix des certificats d'origine renouvelable. Puisqu'aujourd'hui, c'est des produits au long cours, on va dire. Hein, mais si on crée cette caractéristique temporelle et qu'on l'incorpore dans les certificats d'origine, évidemment, le prix variera d'heure en heure. Et on aura tout un aspect d'arbitrage financier qui fera aussi son apparition. Mais je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner. Antoine, une dernière question pour démystifier un peu la question de l'eau. Parce qu'on a un tiers des personnes qui nous suivent en ligne qui sont soit d'Afrique, soit du Moyen-Orient. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de quantités d'eau pour produire de l'hydrogène ?
Oui, c'est un vrai sujet, hein. Non mais je veux dire, faut pas le minimiser. Alors les chiffres varient selon les technos et honnêtement, voilà, c'est de l'ordre de 30 à 40 mètres cubes heure, je crois, qu'il faut pour faire tourner un électrolyseur. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément retenir ce chiffre à la lettre parce que déjà, il y a la question de l'eau qu'on utilise pour faire de l'hydrogène, il y a l'eau qu'on utilise pour refroidir l'électrolyseur, et là, selon les technos, selon que vous êtes dans... Donc, il faut regarder chaque techno et voir combien d'eau elle utilise. Ensuite, si vous êtes au bord d'un fleuve qui a un gros débit, voilà, c'est pas le même sujet que si vous êtes en Namibie. Donc, il y a des cas où ça pose pas de problème, et puis il y a des cas où, honnêtement, ça peut être limitant pour le développement de l'hydrogène, et il faut en tout cas surtout pas prendre à la légère ce sujet de l'eau, toujours dans cette idée de ne pas remplacer un problème par un autre. Et l'eau, c'est quand même... L'énergie, c'est important, mais l'eau, c'est important aussi, quoi. Donc, je pense que ça va être un des grands défis pour les développeurs hydrogène et pour les pays qui veulent développer l'hydrogène dans les années à venir. Vous aviez une question? Oui, je voulais vous demander un petit peu est-ce que est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur du transport de l'hydrogène à très longue distance? Je pose cette question parce que c'est vrai que je suis frappé par la différence de stratégie entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne va chercher des zones de très fort gisement avec une électricité visée, on peut dire en dessous de 20 euros du mégawattheure. Et la France, on sera toujours dans les 50-60. Finalement, entre le nucléaire et le renouvelable, ça va converger vers ces niveaux-là, entre l'historique qui augmente, le nouveau nucléaire qui est plus cher, etc. Et donc, ça fait un facteur 2 à 3. Et donc, est-ce que le transport compense ça? Est-ce qu'il y a vraiment un business case à aller chercher l'hydrogène au Chili ou en Australie? Honnêtement, c'est la question qui aujourd'hui occupe tout le monde, hein. Et donc, si vous comptez sur moi pour y apporter une réponse, je vais vous décevoir. C'est des paris. Il y a des acteurs qui font le pari que si on fait les choses de manière vraiment massive, le transport d'immenses quantités d'hydrogène depuis le Chili vers l'Europe, par exemple, vous mettez des super tankers avec toutes les infrastructures qui vont, c'est la même chose que l'industrie de l'oil and gas a réussi à faire avec cette logique d'upstream, downstream, et donc une forte baisse du coût marginal du kilogramme supplémentaire transporté. Donc vous avez d'énormes investissements, et ensuite le bateau il tourne et le transport coûte pas si cher que ça en réalité. Mais ça suppose que le bateau soit plein, c'est-à-dire qu'il y a une grosse demande au pays d'arrivée. Et là, je ne sais pas qui voudra investir dans les milliards que vont coûter l'infrastructure que ça nécessite de transporter cet hydrogène dans d'immenses quantités comme ça, tant qu'il n'y a pas tout qui est bien en place au niveau de la demande. Donc je pense que économiquement, c'est clair qu'il y a un business case sur le papier, quoi. Après, il faut voir comment on arrive à le mettre en place. Et réciproquement, sur l'hydrogène produit en France, c'est vrai que si on regarde le mix dans son ensemble, on est sur des valeurs de prix de l'électricité qui sont entre 50 et 60 en moyenne. Je pense qu'on peut débattre du chiffre parce que en ce moment c'est plutôt 200, 300 et puis et pendant le Covid c'était plutôt 10. Donc j'en sais rien, mais il est clair qu'on a le potentiel en France de faire de l'électricité solaire beaucoup, beaucoup moins cher que ce qu'on fait aujourd'hui. Et que simplement on s'en donne pas les moyens. Donc les moyens c'est quoi? C'est on se met des contraintes sur les terrains qui sont honnêtement très étranges. Donc forcément du coup on fait des projets un peu tarabiscotés et ça produit plus cher. On nous fait supporter des coûts de réseau qui reposent sur un système qui est très bizarrement conçu, parce que bon, le TURP, c'est évidemment, on va pas discuter le TURP ici, le TURP ça marche bien, mais par contre vous avez les S3RENR. Je ne veux pas rentrer dans un débat technique, mais S3RENR, ça veut dire schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Et donc quand vous avez une centrale solaire à mettre sur le réseau, vous devez payer une quote-part qui est votre contribution au coût de raccordement de l'ensemble de la région où vous vous trouvez. Et vous payez la même contribution si vous faites un projet solaire à côté d'un poste source que si vous faites un projet éolien qui est loin du poste et qui donc entraîne des surcoûts très importants. Et c'est pas juste, quoi. C'est pas juste et ça joue pas en faveur du solaire. Donc si on réformait un peu ce système-là, certainement qu'on pourrait faire du solaire moins cher. Il y a toute la fiscalité à revoir, hein. Aujourd'hui, on taxe le solaire en veux-tu en voilà. Donc il faudrait savoir à un moment donné ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut de l'hydrogène pas cher? Et dans ce cas-là, il faut arrêter de taxer le solaire avec des choses comme l'IFER, la CVAE, la CFE. Enfin, je vous passe les détails, mais là, vous avez facilement 5 à 10 euros du mégawattheure à aller chercher. Et donc, produire du solaire à 20 euros le mégawattheure dans le sud de la France dans 10 ans, je ne crois pas du tout que ce soit impossible, mais à condition de s'en donner les moyens.
Donc en fait, les deux, entre l'import et la production nationale, dépendra de ce qu'arrivent à faire les gens qui exportent l'hydrogène depuis le Chili et ce qu'arrivent à faire les gens qui produisent du solaire en France. Et là, la réponse n'est pas facile à donner. En tout cas, le choix de la stratégie française, c'est un bon levier pour demander une simplification d'un certain nombre de règles, de taxes, etc. sur le renouvelable en France. Il faut que tu répètes la question. Oui, je vais répéter la question parce que tu n'avais pas de micro. Le choix de la stratégie française est un levier pour les mesures d'accélération du renouvelable. Effectivement, on s'est mis, mais je pense que c'est voulu. La France dit on va faire l'hydrogène chez nous parce que c'est aussi un levier pour justifier la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est aussi un levier pour justifier l'accélération du renouvelable. Donc tout le monde est content avec ça. Maintenant, il faut le faire parce que on a fait des grandes annonces et il faut toujours 4 à 5 ans pour obtenir des autorisations pour faire une centrale solaire en France. Et donc c'est bien de faire des grandes annonces, mais il faut aussi que dans les règles d'urbanisme, dans les règles qui régissent l'instruction des permis, la concertation locale, les enquêtes publiques, l'autorité environnementale, que toutes ces règles-là soient non pas supprimées, il ne s'agit pas que ce soit l'anarchie, mais qu'elles soient améliorées, quoi, pour qu'on puisse faire des projets dans les mêmes conditions que d'autres pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, où vous obtenez un permis pour une centrale solaire en 1 an. Si on pouvait faire la même chose en France, franchement, on aurait peut-être moins de crainte sur la capacité à déployer des capacités renouvelables bas carbone dans les 10 ans à venir. Aujourd'hui, on a des vraies craintes. Bon, l'échange est vraiment passionnant, mais on va en arrêter là parce qu'on a largement dépassé. Merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous en ligne. La vidéo sera bientôt disponible sur notre site. Et pour les personnes qui sont là, nous avons un pot et je vous invite à nous retrouver autour du pot. Merci beaucoup. Et merci les deux Antoine pour votre contribution.